Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer. Un tout petit mot de présentation. Je suis Thierry Debuc, je suis ergonome, consultant, membre d'Atemis. Et je suis le monsieur loyal de ce soir. La question de la santé au travail est une question récurrente qu'on a déjà abordée de nombreuses fois dans le cadre des conférences d'Atemis. Là, on passe un cap ce soir, puisqu'on aborde carrément la question de la vie au travail et de la qualité de vie au travail. Alors, non pas qu'on ait la prétention, les uns et les autres, d'avoir réglé une bonne fois pour toutes les questions de santé au travail. On peut tous témoigner de l'actualité encore bien chaude de ces questions. Néanmoins, on est poussé à s'intéresser à cette question de la qualité de vie au travail par toute la montée en puissance de ce concept qui se traduit même dans la loi, ou dans les accords, dans la négociation entre les partenaires sociaux, puisqu'il y a un accord national interpro sur la qualité de vie au travail. Alors, première question, peut-être on a besoin d'être un peu plus au clair sur ce qu'on met, quel est le contenu de cette question de la qualité de vie au travail. Puis deuxième question, est-ce qu'on est face à quelque chose qui ouvre un espace, qui peut-être est une opportunité pour donner une place un peu plus importante à l'activité, à la subjectivité, à la question de la réflexivité du travail, c'est-à-dire des effets du travail sur les personnes, côté optimiste de la qualité de vie au travail. Et puis il y a aussi évidemment un côté peut-être un peu plus pessimiste où on peut aussi assister à quelque chose qui au contraire réduit le périmètre, voire même cherche à escamoter la question en lui donnant un côté un peu positiviste. C'est ça les questions qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors pour ça, j'ai deux partenaires. Le premier, à ma droite, Eric Amraoui, maître de conférence en philosophie au Centre de recherche sur le travail du CNAM. Et puis à ma gauche, François Hubault, qu'on ne présente plus. Donc je vais passer la parole à Eric dans un premier temps. Une demi-heure de présentation, même temps accordé à François après. Et puis ensuite, dans un format habituel maintenant que vous connaissez, la place aux échanges avec vous. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette manifestation pour leur invitation. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Donc, j'ai choisi ce soir, après avoir écrit deux articles sur cette question de la qualité de vie au travail, considérée d'un point de vue philosophique. Le premier, analysant le contraste entre les dénominations et la réalité, le problème de l'adéquation entre l'une et l'autre. Le second, plus large, enfin embrassant un spectre de détermination plus large, s'interrogeant sur le double mouvement historiquement constatable relativement à la compréhension de la qualité de vie au travail, à la fois une innovation comme innovation productiviste, néo-hygiénisme hédoniste et exténuation de la vie. Donc si vous voulez, un mouvement s'inscrivant dans une philosophie du progrès social et un mouvement, un temps d'arrêt qui semble mettre les choses en suspens et où l'on s'interroge, où l'on développe les interrogations qui viennent d'être mises sur la table. Hein. Et je crois que ce sujet est vraiment capital. Moi-même, en rédigeant selon ce second article, plus long que le premier, voilà, il m'a semblé que les choses, méritaient, devaient être questionnées dans leur profondeur historique. Alors,
je vais commencer le développement que j'ai prévu de vous proposer, tout en promouvant la démarche QVT, hier présentée comme moyen d'améliorer l'efficacité de l'organisation scientifique du travail, aujourd'hui comme processus de mobilisation psychique active des salariés au service de l'atteinte des objectifs stratégiques de la production, dans le contexte d'une transformation en profondeur des significations anthropologiques, sociales et politiques du travail, d'aucuns soulignent la nébulosité du concept et l'instabilité de ses assises théoriques. Cela, en dépit des efforts de réflexion déployés depuis le début des années 1970. Aux États-Unis, à travers la création à New York de l'Institut de la qualité du travail, 1973, et en Suède, avec les travaux de l'Institut national de la qualité du travail de Stockholm. Le fait que l'expression qualité de vie au travail soit le produit de l'association de trois notions philosophiquement connotées et revendique, alors j'y reviendrai, et revendique une part de cet héritage conceptuel, n'a toutefois que marginalement servi de base au déploiement de cet effort de conceptualisation. Ce que je veux dire, c'est que il existe historiquement deux QVT. La première, dont les assises théoriques sont à rechercher dans les travaux pionniers de la sociologie industrielle par Elton Mayo dans les années 1910, eh bien, dessine les esquisses, les linéaments de ce qui deviendra, dans les années 1950-60, aux États-Unis, une réflexion sur la qualité de vie au travail, en vue de favoriser l'obtention de la satisfaction des employés au profit de l'amélioration de la performance. Donc, si vous voulez, ça, c'est la première QVT, ce que j'appelle la première QVT, dont le concept sera questionné en France, pas seulement dans les pays scandinaves, en France, jusque dans les années 1980, notamment par Albert Ripon, auteur de La qualité de vie de travail, 1983. Et puis, à partir de la fin des années 1990, émerge une autre figure de la QVT, celle que j'appelle la seconde QVT, issue du courant aux assises scientifiques beaucoup moins assurées, à savoir reposant sur le courant de la psychologie positive. Voilà, c'est et qui a inspiré la rédaction de plusieurs ouvrages, dont des rapports officiels commandés par l'Institut d'analyse stratégique. Je songe en particulier à la santé mentale, l'affaire de tous, pour une approche cohérente de la qualité de vie, sous la direction de Madame Koves-Masfetti. Hein, alors je pense que c'est un rapport qui promeut une santé mentale positive et qui montre bien que à la fin des années 2000, le rapport date de 2009, les pouvoirs publics, et pas seulement eux, eh bien, cherchent à à imprimer une tournure positive à l'appréhension des difficultés qui se rencontrent dans le monde du travail.
hein. Donc la notion de RPS devient alors jugée trop négative, contrevenir à, comment dire, à la tonalité de l'optimisme managérial. Et dans les années 2010, la QVT, inspirée par la psychologie positive, devient le pivot du plan santé-travail. Donc vous voyez, ce n'est pas rien. Alors, je pense que je vais parler sans lire mes notes parce que c'est beaucoup plus facile pour moi comme ça. Sinon, ça va prendre trop de temps. Donc, si vous voulez, l'enjeu n'est pas mince. Au moment de rédiger ce texte, un collègue, enfin un médecin du travail, mais que je connais un peu, me disait « Mais pourquoi t'échiner à réfléchir sur cette question ? La QVT ne vaut pas 1 heure de peine. » François est témoin. Dans 4 ans, eh bien, elle sera remplacée par une autre dénomination. Alors, à quoi bon ? Sauf que, et là je reviens quand même à mon papier, parce que bon, il y a quand même quelques précisions voilà, à apporter. La notion de qualité de vie au travail est philosophiquement connotée. Tout d'abord, la notion de qualité, qui en philosophie désigne l'inhérence ou la propriété réelle de la chose, sa forme ou son mouvement. Vous voyez ? Alors ça, c'est très important. C'est que la qualité n'est pas une détermination statique. Elle imprime un être en devenir. Elle est à l'origine d'un être en devenir. Elle est aussi sa réalité, mais aussi potentiellement sa négation ou sa limitation. Ou encore, vous voyez, c'est très riche, on ne peut pas passer outre. Ou encore, le saut qualitatif effectué au terme d'une évolution quantitative continue. C'est-à-dire que la qualité serait, selon Hegel, au début du XIXe siècle, le produit d'un saut, d'une subversion de la quantité en qualité. Vous voyez, c'est quand même très fort. En second lieu, la notion de vie, au sens d'existence politique, bios, chez Aristote, d'essence générique de l'homme, chez Marx, ou comme subjectivité, chez Michel Henry, commentateur controversé certes, mais commentateur de Marx. Enfin, la notion de travail, que Marx conçoit comme produit des rapports existants entre travail vivant et travail abstrait ou mort. Donc, si vous voulez, la vie comme contradiction dynamique. Cela au sein du processus de production. Donc, vous voyez, l'enjeu est de taille. Alors, partant de là, je voudrais, justement pour ne pas trop plonger dans mes notes, donner une orientation un peu différente que celle qui est développée dans mon papier, pour expliquer peut-être l'enjeu historique et philosophique et épistémologique profond de la question. Alors, je commencerai... Alors, l'orientation est la suivante, c'est... Et la thèse que je développerai, dans le temps qui me reste, peut-être un petit quart d'heure, eh bien, c'est que aujourd'hui prévaut peut-être l'idéologie d'une fabrique du sentiment, celui de bonheur, sur le désir d'une expérience de la vie. Alors, je m'explique. Je pars de ce que dit Christian Laval dans son livre « L'homme économique », où il dit la chose suivante. L'Occident
désireux d'affirmer la dignité de l'homme par rapport à Dieu, eh bien, définit cette même humanité comme humanité active, dont le travail est l'agent de réalisation. C'est le paradigme de l'homme actif qui se développe à partir de la fin du XVe siècle. Et puis, qui se développe dans une perspective utilitariste au XVIIe siècle, avec la quête du bonheur comme finalité de l'activité. D'où la notion employée par l'auteur, Christian Laval, de fabrique du bonheur ou de la félicité. Donc vous voyez que le souci de la quête du bonheur est bien plus ancien que le début du XXe siècle, et il revêt une dimension autrement plus profonde que celle affirmée dans la seconde version de la QVT, inspirée par la psychologie positive. La fin de l'action humaine est la réalisation du bonheur, sur Terre. Donc un primat de l'immanence sur la transcendance. Alors, qui dit fabrique du bonheur ou de la félicité évoque la question de l'institution, voire de l'artifice. Alors, au moyen de quelles institutions, au moyen de quels artifices rhétoriques, de quelle technologie de pouvoir, eh bien, va pouvoir s'imposer cette ligne force qui traverse l'histoire de l'Occident depuis la Renaissance, mais surtout depuis le XVIIe siècle, au profit du développement d'une vision optimiste de l'action. Alors, ça, c'est le premier versant, dont la QVT est à mes yeux l'enfant. Mais cette fabrique de la félicité qui repose sur le sentiment, eh bien, constitue-t-elle le garant d'un rapport sensible au monde? Pour moi, c'est ça la question posée par la QVT. Ne nous confine-t-elle pas dans le domaine du sentiment et non de celui, sans nous ouvrir à celui de la sensibilité? Alors, d'où l'idée d'un nécessaire désir de l'expérience d'un rapport autre à la vie que celui promu par cette fabrique de la félicité, qui, à mes yeux, évacue le désir et la sensibilité. Donc j'insiste vraiment sur cette distinction entre sentiment et sensibilité. Pour moi, c'est ça. Comme j'ai peu de temps, je suis obligé de syncoper mon propos et de m'en tenir très schématiquement aux lignes forces. Alors, j'en viens à la notion d'expérience. L'expérience, si vous voulez, je reviens un peu à Aristote, elle est distincte de l'épistémé. En ce sens qu'elle ne peut atteindre les bases nécessaires du savoir, les principes de ce même savoir. Mais l'expérience, selon le même Aristote, n'empêche pas de suppléer les limites de l'intelligence rationnelle, le nous. Elle devient, dans la pensée d'Aristote, forme originale de la connaissance humaine. Et son intérêt est aussi grand que celui de la démonstration, en ce sens qu'elle débouche
sur une manière d'être nouvelle. Vous allez voir le lien avec la QVT dans un instant. Cette manière d'être nouvelle qu'Aristote appelle une hexis, H-E-X-I-S, une disposition d'être, comme l'est le courage, comme l'est la vertu en général, eh bien, cette manière d'être nouvelle, dit-il, augmente la qualité de l'homme. Donc, vous voyez, si l'on en reste au niveau de la fabrique du sentiment, sans passer par l'expérience sensible, le désir d'expérience et l'expérience du désir, eh bien, quel rapport peut-on concevoir à la qualité? Vous voyez, la qualité que l'on met en exergue dans l'expression qualité de vie au travail, eh bien, me semble devoir être interrogée afin de ne pas être tronquée. Donc chez Aristote, la qualité de vie, on pourrait dire, eh bien, n'est pas dissociable de la disposition d'être. Ce qui est bien différent du comportement. Et cette disposition d'être ne se réduit pas, ne saurait se réduire à la seule satisfaction. L'expérience débouche ainsi associée à la qualité d'être, ouvre ainsi à une dimension éthique. Elle devient sagesse, ce que Aristote appelle la phronésis, P-H-R-O-N-E-S-I-S, la phronésis. Elle est cette disposition psychologique, je disais désir tout à l'heure, avant d'être procédé. Voilà. Et rapporté à la question de la qualité de vie au travail, celle-ci est-elle travaillée par l'expérience? C'est ça, par le désir de l'expérience. L'expérience qui est mouvement, qui est traversée d'un périple et d'un péril de vie, qui est itération entre le bouillonnement de l'affectivité et la raison. Voilà, donc combien de temps me reste-t-il? 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes. Alors, je voudrais maintenant, à partir toujours de ce que disent Laval et Dardot, évoquer la rude mise à l'épreuve de ce désir d'expérience dans la société néolibérale où s'affirme un schéma de réduction de la complexité vivante de la subjectivité et des modalités de l'expérience qu'elle est amenée à faire. Également, avec pour conséquence une anesthésie du désir de l'expérience, sensible. D'où le primat de la discontinuité à l'intérieur de soi, de la discontinuité sensible liée à l'intériorisation des individus, par les individus, de la pression externe, de la concurrence, qui devient une norme de la subjectivité. Si bien que parler de qualité de vie au travail devient, à mes yeux, problématique. Dans le premier schéma, celui de la première qualité de vie au travail, la satisfaction
était le but recherché. La conciliation entre satisfaction et performance était le but recherché. Dans la configuration qui est la nôtre, le sujet, mis en concurrence avec lui-même, privé du temps d'éprouver le sentiment de sa propre vie, la notion d'anesthésie et de perte de désir que j'évoquais, eh bien, ne peut développer, alors j'allais le dire, un rapport sensible à lui-même et au monde. Et surtout, il développe un sentiment d'insatisfaction, mise en concurrence avec lui-même, avec autrui, ne pouvant atteindre des objectifs sans cesse plus élevés. Le paradoxe est justement l'insatisfaction générée dans un contexte où s'affirme justement une volonté des pouvoirs publics de tourner la page des RPS, d'optimiser le rapport à soi, au monde, au travail, à la réalité du travail. Vous voyez, pour moi, c'est un paradoxe auquel est confrontée la seconde version de la QVT. Donc il y a un changement, un changement radical. Le but toujours affiché de la satisfaction ne peut plus l'être. L'individu débiteur, endetté, subjectivement endetté, car se sentant coupable de ne pouvoir atteindre les objectifs de la production, se sent insatisfait. Vous voyez, alors là, ce que je viens de vous proposer est très, très schématique. Mais je m'en suis tenu à un renversement, à mes yeux, majeur, le passage de la satisfaction à l'insatisfaction dans un cadre qui se réclame toujours d'une logique de fabrication du bonheur. Et l'explication peut-être de ce paradoxe, si, pour conclure, c'est peut-être l'absence de désir, d'expérience sensible et d'expérience de ce désir. Voilà ce que je vous propose en schématisant beaucoup, mais je laisse les autres éléments pour la discussion. Bien, je vais prendre la suite d'Éric. Juste dire en commençant que ce travail dont il fait écho et celui auquel je vais faire moi-même écho, il reprend en réalité un séminaire que nous avons fait en son temps à l'Université Paris 1, qui va être publié prochainement, et donc vous aurez des traces de ça avec d'autres contributeurs évidemment. Mais pour ce soir, donc c'est avec lui qu'on a trouvé intéressant de faire cette présentation, parce qu'il y a un effet de balancement entre un point de vue qui vient depuis un mode de questionnement évidemment très englobant, très principiel, donc philosophique, puis celui dans lequel je vais essayer de maintenant de rentrer et qui va résonner. Pour dire les choses d'une manière qui enchaîne, on pourrait poser la question de savoir, la question suivante: si on considère que ce qui donnerait sens, ce qui donne sens à la QVT, c'est de permettre d'organiser une délibération et une élaboration des règles de travail, donc d'être un dispositif qui favorise la délibération et l'élaboration des règles de travail, comment c'est compatible avec une organisation du travail qui, en règle générale, ne veut rien savoir du travail? Comment ça vient prendre place dans une organisation qui dégrade plutôt les conditions d'élaboration et de délibération sur le travail? Donc ça a lieu en même temps. Donc, comme dit Eric, soit c'est un paradoxe, soit c'est une blague, soit c'est l'expression d'une tension, d'une conflictualité, donc de quelque chose qui résiste là et qui ne peut pas se régler en disant c'est rien ou c'est tout,
parce que ce que ça sera, c'est en fonction de la manière. Donc ça reprend bien le problème qui est posé dans une organisation qui a du mal à traiter d'un travail et qui en même temps découvre la difficulté que lui pose de ne pas le faire et dont elle cherche le moyen de s'en sortir par une formule qui serait la QVT. Donc c'est ce point-là qui nous intéresse ici et dont on va voir à la fois par la manière dont on va en parler, mais aussi beaucoup, je l'espère, par la façon dont vous allez y réagir, les formes que ça prend, en étant attentifs les uns et les autres à ne pas statuer trop tôt sur un c'est génial ou inversement c'est rien. Car il faut bien convenir que si c'est rien, on perd son temps, donc vous êtes venus inutilement très nombreux pour rien. Si c'est génial, ça se saurait, donc à mon avis, c'est un peu imprudent. Le qu'est-ce que c'est, ou pour être plus exact, à quelles conditions ça peut être quelque chose, c'est ça qui nous intéresse. Donc, mon point est dans ce titre, est-ce qu'on est devant un trompe-l'œil ou est-ce qu'il y a vraiment une occasion? Alors, pour démarrer, je ne vais pas remonter aussi loin qu'Éric qui a convoqué Aristote, mais une considération marxienne elle-même et qui renvoie à une définition, une question du travail qui est très essentielle pour nous, en rappelant donc que, pour Marx, le travail est toujours payé comme une force, on pourrait dire comme une chose, mais il contribue comme une intelligence. Et que dans cet écart, il y a la source même, le principe même de la plus-value. Et l'enjeu de cet écart, donc de cette plus-value, c'est l'accumulation. Et l'accumulation, en termes économiques, c'est le moyen de l'investissement. Donc on est dans l'analyse marxienne du travail, dans la précision d'un écart qui est un enjeu économique majeur, puisqu'il est source à la fois d'une aliénation possible des personnes, mais en même temps d'une accumulation possible des richesses. Dans la dynamique industrielle, la question se présente de la manière suivante. L'organisation industrielle favorise un découpage du travail en opérations reproductibles, ce qui fait que l'organisation du travail finit par organiser réellement une activité dans un registre de force, mais n'encaisse plus autant que ça d'intelligence, puisque l'aliénation même d'un travail replié dans l'opération fait perdre au travail la possibilité de libérer de l'intelligence. Donc il y a là l'idée qu'il y a une source de réduction, d'annulation de l'écart. C'est la crise intime du modèle capitalistique pour Marx, c'est qu'en organisant le travail effectivement comme une force et en perdant le bénéfice de l'encaisser comme une intelligence, il y a une réduction de l'écart qui est source de crise. Donc là, on est au cœur d'une dynamique propre, selon Marx, du capitalisme, c'est qu'il contient en lui-même son principe de perte. Ceci étant, le moyen de faire face à ça, c'est d'un côté une intensification du travail. Donc pour retrouver de l'écart, il faut augmenter la puissance de sollicitation d'un travail qui, moins il libère d'intelligence, plus il faut le solliciter comme une force. Mais en même temps, cette modalité a besoin de règles, je dirais, sociales qui le rendent acceptable. Et donc on essaye de compenser cette intensification par des dynamiques d'organisation qui cherchent à adoucir le tout. Et on a ainsi des dynamiques d'enrichissement du travail. On a parlé, il y a une époque qu'on appelait le job design, et ça a été tout le courant qui, chez nous, s'est appelé le courant d'amélioration des conditions de travail, qui résonne donc à l'intérieur d'une organisation qui continue une intensification dont elle cherche à atténuer les effets par une amélioration des conditions. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'avec la montée de la question du service, la donne change. Parce qu'avec le service, y compris, je dis bien dans l'industrie, ce n'est pas la question du tertiaire, on a une organisation qui repose sur une logique de la relation et qui sollicite des engagements.
Et donc le problème qui est posé en termes économiques, c'est comment reconstituer l'écart entre un travail qui serait continuellement payé comme une force et dont on attend une intelligence, quand ce qui est en jeu dans la valeur, c'est l'engagement. Lorsque se mettent en place des sollicitations de la coopération, de l'autonomie, et qu'en même temps que ces exigences-là, on fait l'expérience qu'on ne peut pas les contraindre. Donc ce qui caractérise le service résumé ainsi, c'est qu'on a une organisation dont l'efficacité va reposer sur des engagements qui supposent la sollicitation d'une autonomie que l'on ne peut pas prescrire. On est ici sur une manière de paradoxe, ou peut-être même quelque chose qui relève d'une impossibilité, d'une aporie, une organisation qui dépend d'une condition qu'elle ne peut pas contraindre. C'est cette tension propre du service qui est le contexte dans lequel va se tenir la proposition de la QVT. Si je reviens sur la servicialisation, donc sur cette logique de la relation, logique d'engagement, on voit que d'un côté, je répète, on a une autonomie et une coopération que l'on cherche à obtenir sans pouvoir l'exiger, donc c'est quelque chose qui va supposer non pas de le contraindre, mais de l'inviter, de le solliciter. On voit comment toute une dynamique du management va passer d'une logique du contrôle à une logique de l'invite, quelque chose qui cherche à provoquer, à accompagner, soutenir, donc un déplacement d'une posture de l'autorité qui, en même temps, est l'indication d'une dynamique qui a perdu la maîtrise du dispositif. Et c'est comme ça que se mettent en place des dispositifs d'échange qui cherchent à développer des logiques d'engagement, et la QVT prend place dans ce concert-là. L'idée ici, que je veux simplement juste rappeler sans aller plus loin, c'est qu'on a un contexte économique qui donne raison à une logique de QVT. Ça ne vient pas par hasard. Ça vient dans une dynamique du développement économique qui, perdant le contrôle des enchaînements procéduraux en termes d'opération, essaye de solliciter les engagements par des soutiens, des invitations, des manières d'aller chercher précisément des implications, et la QVT est le dispositif formel qui est mis en place, qui cherche ça. Ces changements donc dans le modèle économique, je viens de l'indiquer, c'est la question du service, et qui explique que les registres économiques bougent. Alors très vite, parce qu'on en a parlé souvent en rappelant que les registres économiques qui nous importent, c'est à la fois les registres du résultat, les registres des réflexivités et les registres des externalités, je vais vite, et en indiquant que dans le service, tous ces registres sont modifiés. On change à la fois de modèle, mais on change aussi les modes d'engagement de la subjectivité, et on change les modes de sollicitation du management. Ce qui est important peut-être à souligner pour nous ici, je fais vite, mais on reviendra s'il faut, c'est d'indiquer ceci qui est, de mon point de vue, essentiel. C'est que le service change réellement la donne. C'est que ce qui caractérise le service, c'est qu'on est dans une économie qui est sous une contrainte du temps réel. Le service, ça ne se stocke pas. Donc ça crée immédiatement une nécessité de la réactivité et d'un travail instantanément, en temps réel. Et par ailleurs, le service se fait dans un rapport au bénéficiaire direct, qui fait que c'est la logique du bénéficiaire qui devient organisatrice du travail des personnes. De sorte que c'est le mode d'organisation de l'accès du bénéficiaire au service qui a tendance à devenir le mode d'organisation du travail de cours. Et donc, on a une certaine invisibilisation du travail derrière le mode d'engagement des bénéficiaires, et tout ceci au nom d'une valeur qui est le service qu'on rend. Donc, il y a quelque chose ici qui opère à la fois une grande sollicitation de l'activité et en même temps une invisibilisation de celle-ci au motif que le bénéficiaire prend toute la place du sens. On a donc, dans cette affaire-là, une incertitude et une instabilité dans la réalisation de la performance, et donc une difficulté dans la création de valeur et dans la création de la rémunération du capital qui crée une puissance, je dirais, d'intensification, et en même temps des règles d'accès au service qui deviennent en fait les règles du travail lui-même. Cette invisibilisation qui se manifeste donc par une dégradation des conditions de réalisation du travail
à travers la pression temporelle, la flexibilisation des organisations et une tendance à réduire la compétence à l'employabilité. Tout ceci désorganise les conditions de mobilisation de la subjectivité. L'employabilité, pour faire juste une petite focale là-dessus, c'est un point important, et d'ailleurs dans un des textes dont parlait Eric, il y fait beaucoup allusion. C'est ce qui se joue lorsque, faute de parler de l'activité elle-même, on déplace l'enjeu du travail vers les conditions d'emploi. C'est ce qui se joue très clairement autour, on en a parlé ici souvent, hein, dans son premier temps de la loi El Khomri, puis depuis par les ordonnances, l'idée que pour favoriser les conditions de maintien dans l'emploi et de développement économique, il faut assouplir ces conditions d'emploi. L'idée, c'est qu'elles pèsent. Donc l'idée, c'est que comme dans le service, la possibilité de garantir dans le temps l'activité se dégrade, puisque ce qui caractérise le service, c'est sa volatilité, ce qui fait qu'on va ici, on va demain ailleurs, et donc ça rend très difficile pour les entreprises d'investir dans le temps, puisqu'elles ne savent pas comment on restera ou pas présent. Donc on voit très bien que soit la sortie, c'est en termes de construire entre les bénéficiaires et les entreprises des relations de confiance qui sécurisent le lien. Et j'insiste ici, c'est tout l'enjeu d'une économie de la fonctionnalité, que d'offrir cette issue à une économie du service fragile du fait de la volatilité du service, de le compenser par une confiance qui sécurise le lien et permet à l'entreprise de s'engager dans le temps. Et en s'engageant dans le temps, de sécuriser la place des gens qui travaillent. Mais faute de quoi, si on ne va pas par là, l'entreprise est de fait dans une relation de grande insécurité et le seul ressort qu'elle trouve dans une réflexion qui est du type de néoclassique, c'est de chercher à se rendre le plus libre possible des conditions d'emploi des personnes. Et les textes de loi accompagnent cette réflexion économique parce qu'ils résonnent exactement dans le même modèle néoclassique d'un marché de l'emploi qu'il faut rendre le plus liquide possible, encore une fois, non pas contre l'emploi, mais pour lui, dès lors que ce qui domine son évolution, c'est cette grande incertitude. Et là, on est dans une situation où la flexibilité nécessaire du travail, du fait même d'une souplesse nécessaire avec le bénéficiaire, se solde en précarisation. Incidemment, pour nous, l'enjeu, c'est ça. C'est comment la souplesse ne se traduit pas forcément en précarité. Mais dans un modèle néoclassique, il n'y a pas le choix. Dans un modèle néoclassique, la souplesse engage la précarité, immanquablement. Et tant qu'on reste dans le modèle néoclassique, il n'y a pas d'autre solution. C'est que de la plainte après, ça ne marche pas. Donc ici, cette histoire de la servicialisation, elle débouche sur l'employabilité lorsque dans un raisonnement néoclassique, et c'est bien le cas, bien comme ça, en possibilité, c'est la réduction des sécurités de l'emploi. Moyennant quoi, l'employabilité, c'est l'expression d'une compétence des personnes à devenir disponible pour n'importe quelle occasion. La compétence n'est pas dans ce qu'on fait, mais dans la disponibilité à faire ce qu'on nous demandera de faire. C'est plus dans le contenu, c'est dans la possibilité de se déplacer. Autrement dit, on rentre dans une activité, on pourrait dire sans contenu, où c'est simplement l'expression du bénéficiaire qui donne l'ordre de l'activité, une activité sans contenu qui se fait, comme on dit, pourquoi ça fait ça moi, sous une espèce de tyrannie de l'instant, où la souplesse, c'est la tyrannie de l'instant, et on a affaire finalement à une dimension où le travail ne fait plus société. L'activité de chacun est de gérer son capital humain propre et de l'employer au mieux des occasions qui se développent sur un marché qui est de plus en plus hiératique. C'est ça le modèle. Et à partir de là, on met en place les moyens par lesquels les gens développent leur capital d'employabilité pour être le plus disponible possible dans des occasions de plus en plus multiples et donc se détachent de tout engagement de l'activité dans le registre de faire société de quelque façon. La seule société, c'est la capacité de soi à soi. Cette dynamique-là, c'est celle qui est le contexte dans lequel se met en place ce dont nous parlons.
ça engage aussi cette servicialisation, une évolution drastique du management. On en a parlé ici plusieurs fois, je fais juste quelques rappels, en soulignant ce qui est l'arrière-monde, peut-on dire, du modèle managérial standard, classique. Le fond, de mon point de vue, évidemment, il y en a plusieurs possibles à décrire, mais le fond qui nous importe, c'est ceci, c'est que le problème du manager, c'est qu'il n'est pas là où les choses se font, qu'il ne peut pas être là où les choses se font. Et que donc sa difficulté, et il le sait ça, il ne prétend pas être là où les choses se font, il le sait. Son problème, c'est comment compenser le problème que lui pose de ne pas être là. Comment pouvoir organiser une activité à laquelle on n'est pas présente. Pouvoir donc compenser une absence et une distance. Idéalement, je dis bien idéalement, on pourrait dire utopiquement, l'idée c'est de rendre sa présence inutile. Si ça ne devient pas utile d'être présent, c'est pas grave d'être loin. Mais la base, c'est un problème d'être loin. L'enjeu, c'est faire en sorte que ce ne soit pas embêtant d'être loin, et idéalement, faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'être là. Et donc, on a toute une organisation du management qui, à travers des formes diverses, cherche à rendre inutile sa présence, à tout le moins de compenser le problème de son absence. Et les modalités les plus connues, je vais très vite, hein, j'en parle ici dans un endroit où c'est la religion d'État, évidemment, ce qui me permet de la remercier d'autant plus qu'on en parle ainsi. Le mode classique, c'est le reporting, c'est de faire en sorte que je n'ai pas besoin d'être là puisqu'on me dit tout ce qui s'est passé. On me le dit même maintenant encore plus vite que le temps dans lequel ça se passe, puisque ça se remonte en temps réel, et je sais presque plus vite ce qui se passe que les gens eux-mêmes qui le font. C'est évidemment la comptabilité, ça c'est le fond. La comptabilité, c'est le langage qui restitue le mode de circulation et de production de la valeur. Donc il me dit ce qui se passe du point de vue de ce qui m'en importe, c'est-à-dire la façon dont ça crée de la valeur, c'est sa fonction de la comptabilité. Et puis quand même par instant, parce qu'on est alerté que ça peut-être passe encore un peu différemment de ce qu'on voudrait en savoir, et qu'il y a quand même des trous à combler par période, des relances de la proximité. L'histoire des organisations, elle est quasiment cyclique, hein. On voit s'alterner des moments où l'organisation cherche à s'approcher, donc on va vers la proximité, d'autres moments où, pour faire des économies dans le nombre de personnes dans le râteau ou dans le nombre de niveaux du râteau, on rééloigne parce qu'on trouve qu'il y a trop de monde. Voilà. Donc ça n'arrête pas comme ça montre simplement qu'il n'y a pas une solution définitive. L'organisation cherche la focale, la bonne distance, qu'elle ne trouve jamais comme bonne au point qu'elle soit définitive, mais qui s'adapte en fonction des façons dont l'organisation fait face à des conditions économiques qui obligent à des réglages différents. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une espèce de reprise de la question de la proximité, la question de l'encadrement de proximité, voire même d'une absence, pour le coup, d'encadrement. L'entreprise libérée, on est dans l'endroit où l'auteur est très en place. Hein, donc, ici, Gates, il prof ici. Et donc, c'est typiquement l'endroit où cette question-là du réglage est reposée. Il y a une histoire de l'organisation face à ça qui est très intéressante, parce que c'est une histoire qui est réelle, c'est-à-dire ce n'est pas des mots en l'air, ça renvoie à des questions réelles que l'organisation traite comme elle peut. Personne ne la traiterait forcément mieux, simplement elle le fait dans un modèle théorique qui, pour le coup, ne change pas au-delà des modes, on reste dans le modèle néolibéral. Alors à partir de là, la grande question managériale, c'est est-ce qu'on peut agir sans s'inscrire dans l'expérience que l'on prétend conduire? Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. Et le fond du management, c'est de vouloir agir sans s'inscrire dans l'expérience que l'on prétend conduire. Et je prends le mot expérience ici, alors justement dans le sens que Eric a cherché, à proposer. Et agir sans s'inscrire dans l'expérience, il y a deux hypothèses possibles. Soit c'est l'hypothèse de la transitivité des expériences. Je ne fais pas l'expérience personnelle, mais l'expérience des autres me parvient, sans que je la fasse, dans un dispositif
d'un reporting quelconque, où elle ne perd pas de sa substance quand elle me parvient. L'hypothèse de la transitivité des expériences est une utopie, on ne va pas insister là-dessus, on le sait tous. Déjà comme parents, on sait très bien que si on veut faire l'économie des expériences aux enfants, on va vers quelques déconvenus et qu'il faut refaire l'expérience sans quoi on ne comprend rien. Des fois, il faut quand même qu'ils acceptent ça parce qu'on va gagner du temps et quelques accidents, mais il y a quand même quelque chose qui relève d'une expérience immanquablement à refaire. Pour y accéder, il n'y a pas de transitivité de l'expérience. Et l'autre hypothèse, évidemment, c'est que le travail ne soit pas une expérience. Et si le travail n'est pas une expérience, je peux agir sans m'inscrire dans ce qui n'est donc pas une expérience, je peux m'en passer. Et donc je reprends l'hypothèse d'origine de ne pas être là et de ne pas vivre ce que le travail donne à vivre. C'est pas grave parce que ce qui s'y vit ne relève pas d'une expérience nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C'est un fond, ça, et c'est la base de la non-reconnaissance du travail comme expérience, et donc de la non-reconnaissance de ce que les gens vivent dans le travail, et c'est la base même du processus par lequel s'installent les RPS et tout son cortège d'événements différents. Et c'est à ça que la QVT propose une alternative. Donc on est là au cœur même de ce qui se joue. La reconnaissance ou pas que le travail de chacun est une expérience, et le problème que pose alors au management de ne pas pouvoir y accéder puisqu'il ne la vit pas directement. Et donc dire pourtant y atteindre par d'autres manières que ceux qu'il avait jusque-là et qui ne marchent plus. C'est en cela qu'on passe d'une crise du management et qui passe donc, c'est notre thèse à nous, on en a parlé souvent, par une condition, c'est que le management ne peut comprendre que le travail des autres est une expérience qu'en assumant le fait qu'il est lui-même un travail. Alors là, il y a sinon transitivité, il y a résonance des expériences, c'est-à-dire possibilité du dialogue, de la communication intersubjective par des références à des activités qui se rencontrent comme telles. Et c'est l'enjeu, pour le coup, d'un management repensé, à partir du fait d'être lui-même une expérience du réel, et en cela un travail, accéder au fait que les collaborateurs ont eux-mêmes cette expérience à leur propre niveau. Cette résonance des expériences qui concerne à ce moment-là la capacité de relier les plans, de développer justement des résonances et d'organiser donc du développement. On voit ici que l'enjeu du management à cet endroit, c'est moins dans le perfectionnement des outils que dans le changement de la posture. C'est quelque chose donc qui relève d'une logique, comme on dit, d'écoute. Je vais passer plus loin. Et c'est là que nous arrivons à la question qui m'intéresse donc avec vous et dont je souhaite qu'on puisse ensuite en discuter. Parce que, vous l'entendez bien, ça n'a rien d'évident, cette histoire-là. J'ai, encore une fois, pris la peine, c'est ça qui m'a importé, de ne pas mettre la question de l'activité dans le sac d'un ridicule, qui est une commodité, une facilité, et je pense un vrai risque politique. On ne s'en sort pas comme ça. En même temps, on a bien vu, il ne s'agit pas de le prendre pour ce qu'il prétend sans vérifier qu'il le peut. Et donc c'est dans cette mise en condition du contexte dans lequel, d'abord, il émerge. La QVT n'arrive pas de n'importe où. Elle a une histoire, Eric l'a rapporté, mais cette histoire qui rend compte de ce qu'il a appelé la deuxième QVT, ce qui m'importait moi, c'était de montrer qu'elle est très très liée à une évolution économique. Maillot, c'est sûr, ça renvoie à un autre monde. Maillot, c'est en plein dans l'industrie. Ce sera ensuite tout un courant important, mais qui est très situé dans l'industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non pas qu'il n'y ait plus d'industrie, mais ce qui est en jeu, c'est l'émergence du modèle serviciel, y compris dans l'industrie. C'est ça, pour nous, c'est le cœur de tout. Si on rate cette marche-là, on ne comprend plus rien. Et l'enjeu de cette dynamique servicielle, c'est la dimension de l'intersubjectivité comme condition de la création de valeur. Alors, dans ce contexte-là, la recherche, je répète, d'une organisation
du travail qui veut enjamber le travail, qui ne le comprend pas, qui idéalement aimerait ne pas avoir à s'en inquiéter et confronter aux contraintes que lui pose une recherche des engagements et cherche donc un moyen de compenser, de réguler, voire de dépasser cette difficulté. C'est ça, à mon avis, qu'il faut piger. Alors la question de fond, c'est un rapport au temps. Je répète que ce qui caractérise le service, c'est le fait qu'il ne se stocke pas et qu'il est donc toujours forcément rendu en temps réel. C'est une différence de fond. Quand aujourd'hui dans l'industrie, à travers aussi le temps réel, les flux tendus, etc., on fait quoi? On fait écho à une servicialisation d'industrie. C'est-à-dire une industrie qui se met dans les conditions d'être dans une dynamique de service, c'est-à-dire une réponse immédiate à une demande impérieuse et qui est très labile. La pression du temps réel qu'on retrouve partout, elle est une option de gestion. Parce que la gestion dans l'industrie pourrait très bien ne pas être en temps réel, elle ferait du stock. En faisant du stock, elle aurait des coûts, mais elle aurait quand même une production. Dans le service, ce n'est pas une option, le temps réel, c'est une condition. Si on ne répond pas en temps réel au service, il n'y a pas de service. Si je ne suis pas là quand le patient a besoin du soin, il n'y a pas de soin. Je ne peux pas le soigner. Ça ne se stocke pas. Le temps réel est une condition, ce n'est pas une option. Et deuxièmement, la temporalité dans le rendu de ce service est une temporalité qui est en grande partie définie, engagée par l'activité du bénéficiaire lui-même, et pas simplement par l'organisation qui vient vers lui. Donc il y a deux dimensions de la temporalité qui créent un rapport au temps complètement différent. Et la catégorie qui surgit, c'est la question du quotidien. Et ce qui est important, c'est d'insister là-dessus. Le quotidien est un temps spécifique. Il se joue entre le temps qui résonne dans l'univers de ce qui devrait être, de ce qui était prévu qu'il soit, c'était le temps du programme, et le temps qui est celui de la projection, le temps de demain, le temps de celui du temps qu'on vise, c'est le temps de la stratégie. Entre le temps du programme et le temps de la stratégie, le quotidien, c'est le temps opérationnel. C'est le temps qui raconte les choses là où elles se passent et comme elles se passent. C'est le temps effectif des actions. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est le temps le moins suivi, le moins regardé dans les organisations. J'insiste, le quotidien, ce n'est pas le nez dans le guidon. C'est l'inverse du nez dans le guidon. Dans le nez dans le guidon, il n'y a pas de quotidien. On est pris dans une pression du rythme, de l'instant. Ce n'est pas le quotidien. Le quotidien est un temps habité, où se joue la mise en rapport du passé et du futur. C'est un temps de pilotage. C'est le contraire, encore une fois, du nez dans le guidon. C'est un temps qui a une valeur stratégique de ce fait. C'est là où se fait la différence du point de vue concurrentiel entre les organisations. C'est dans ce temps-là qu'émerge l'occasion, l'opportunité. Donc c'est un temps de stratégie aussi. C'est un temps de reconnaissance de la prise en charge de la singularité. S'il n'y a pas de quotidien, il n'y a pas de possibilité de repérer que ce malade-là est différent d'un autre, que le client, ce n'est pas le même, que la machine, elle a changé de bruit, et que mon collègue, il ne va pas bien. Sans cette quotidienneté-là, habitée, rien ne se passe. Et c'est donc un temps qui oblige à repenser la relation généralement dichotomique, séparée, entre le stratégique et l'opérationnel. Le quotidien bouleverse la séparation radicale du stratégique et de l'opérationnel en créant justement la manière dont ils sont en réalité très reliés. Et ceci est exactement l'expression de ce que l'on dit à propos du service. Dans le service, la manière de le rendre est aussi importante que le service rendu. L'inséparabilité, l'insécabilité du procédé et du process, du processus et du produit, ou du procédé et du produit, on le retrouve ici dans la densité propre du quotidien comme temporalité qui n'est pas un temps sécable. Ce temps habité, c'est la question de la présence, ce qui appelle une stratégie de l'écoute,
et c'est un enjeu de professionnalisation du management et d'évolution du modèle économique dans son rapport au temps. On voit bien que la question dans les organisations, c'est précisément ce quotidien qui n'arrive pas à être capté par le reporting, par les dispositifs d'écoute ou de suivi, par les REX, par l'ensemble des dispositifs qui sont en place. Ils ratent ce temps-là. Or, c'est ce temps-là qui est un temps vécu, qui est l'enjeu de la reconnaissance, et à travers elle, de la santé des personnes et de l'efficacité du système. On voit bien que une des questions qui est soulevée là, c'est bien celle que la QVT cherche, en tout cas espère, imagine, pouvoir rattraper dans un dispositif où ce temps-là pourrait venir s'abriter, sauf s'il ne le peut pas. Et la question, c'est le peut-il? De sorte que nous sommes ici invités à nous intéresser à la QVT sous l'angle de savoir dans quelle mesure elle devient bien le dispositif qui permet de donner un abri à ce quotidien. Le quotidien, c'est la centralité du travail qui s'y joue, et c'est à partir de lui que se joue l'histoire. J'insiste là-dessus, c'est par lui que, dans le quotidien, se joue la possibilité de prendre des opportunités, de changer de direction, de saisir des occasions, bref, de faire l'histoire. À partir de là, et ce sera sur ma fin, il faut voir de quel côté, ce faisant, la vie arrive à rentrer dans ces dispositifs. Quotidien, histoire, on est sur la vie. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'à travers la QVT est rejouée une option qui est important que nous, on ait bien en tête. En fait, il va s'agir de savoir, est-ce qu'on va aller du côté de la reconnaissance de la subjectivité ou seulement de la reconnaissance de l'individu? Et pour moi, ça fait écho à ce dont parlait Eric tout à l'heure, entre le registre du sentiment ou le registre de l'expérience. Distinguer subjectivité et individu, pour moi, c'est la question RH majeure. Les individus sont des éléments. Les subjectivités, et donc en tant qu'éléments, ils sont substituables. Ils sont fongibles. La subjectivité n'est pas fongible, n'est pas substituable. Elle est une dimension qui crée une irréductibilité, qui pose des questions de gestion, pas simple. Pour préciser ça, qu'est-ce qu'on veut faire comme différence? La subjectivité, c'est un rapport aux autres, au monde. C'est un rapport à l'altérité. Et c'est un rapport à soi que précisément on fréquente en passant hors de soi. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'existe, là dont parlait Eric, mais l'existence, justement, c'est la manière d'être en sortant de soi pour y revenir. Ce n'est pas une façon de loger en soi sans bouger. C'est un parcours, l'existence. Ce n'est pas une assignation à résidence. Et c'est donc, la subjectivité, une logique de la coopération. C'est indissociable, la subjectivité et la coopération. Le concept d'individu, c'est tout à fait différent. C'est une logique d'identité. Et c'est une logique donc de mise en concurrence des altérités. Donc l'individu relève d'une dynamique autoréférentielle dont l'identité est la question, et avec le risque, ce qui n'est pas obligé, car sous l'identité il y a deux options, soit c'est une utopie, c'est-à-dire c'est une direction, on cherche à devenir ce qu'on veut être, on ne l'est jamais, donc c'est quelque chose qui organise une perspective, mais on n'est pas encore ce qu'on veut être, on le cherche, et ce qu'on est, c'est de le chercher. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce qu'on est, c'est une activité qui va vers. Mais quand l'identité est prise d'une manière qui est isolée de l'activité, elle devient une espèce d'assignation à résidence, une identité qui est posée sans activité, un être en soi, est une dimension qui sépare des autres. Car les autres sont justement ce qu'on n'est pas. Dans la subjectivité, les autres sont ce par qui on est, puisqu'il y a de la coopération. Dans une approche identitariste,
les autres sont ce que nous ne sommes pas. Donc l'identité posée comme ça est un processus de séparation. La subjectivité est un processus de relation. Les deux vont parler d'un même être, si on veut le dire comme ça. Simplement, ce n'est pas le même jeu. Et vous voyez bien qu'il n'y a que du côté de la polarité de la subjectivité qu'il y a de l'activité et du travail. Dans l'autre, il n'y en a pas. Et on peut avoir donc des dispositifs de type qu'on va appeler QVT qui vont assembler des identités sans activité. Et donc des dispositifs qui vont essentiellement labelliser des existences en soi, alors que dans le premier cas, ce qui est en jeu, c'est de rassembler des gens sur la base des activités qu'ils ont ensemble et qui sont donc dans une dynamique de la coopération. Dans le premier cas, je finis, la dynamique de la subjectivité a besoin d'institutions. Il y a besoin de dispositifs sur lesquels adosser la reconnaissance de ce qu'on fait. Dans l'autre, on a affaire à ce qu'on peut appeler en philosophie le risque de l'illimité. Il n'y a pas de limite à un individu posé sans activité. Son essence est telle qu'il n'a pas de frontières. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est excluant de tous les autres. C'est tous les problèmes qu'on va rencontrer dans la société après par les approches qu'on pourrait dire communautaristes, qui sont fondamentalement des logiques d'assemblage des personnes, non pas sur ce qu'elles font, mais sur ce qu'elles sont. Et d'une façon d'être où il n'y a pas d'action. Aucune. Ils sont comme ça, voilà. Et ce qu'ils font ne compte plus. Cette manière d'être sans que la relation à ce qu'on fait intervienne n'a pas de limite dans la définition de ce qui se joue. On est dans l'illimité. Dans une logique où on n'a que des individus, on est fondé à leur demander tout. Puisque justement, ça ne relève que d'eux. Et ça, c'est la base des questions d'aujourd'hui dans les organisations, où comme l'organisation ne sait plus très bien dire ce qu'il faut que les gens fassent, ni comment il faut qu'ils le fassent, elle vend, dans un marketing RH assez adroit, l'idée que les gens sont autonomes, qu'ils sont donc capables d'en décider tout seuls, et ainsi ils se trouvent dans la position de se voir reprocher de ne jamais en faire assez. Puisque c'est eux seuls qui auront la possibilité de limiter le jusqu'où il faut aller, puisque du fait qu'ils sont autonomes, on ne leur dit plus, faute qu'il y ait un dispositif institutionnel qui dise « non, ça c'est trop, là on ne peut pas, là on ne doit pas », qui est la condition institutionnelle de la subjectivation, ils sont mis dans une situation autoréférentielle, d'autodécision, entrepreneurs d'eux-mêmes, disposant d'un capital qu'ils ont à placer au mieux qu'ils peuvent, et donc dans la situation de se voir reprocher d'en faire moins qu'ils pourraient être. Dans cette dimension de l'illimité, la possibilité du développement de la vie se trouve contradictoire. J'insiste donc sur l'enjeu pour nous, à travers cette affaire-là, de savoir si on est bien dans un dispositif, la QVT, qui va créer de l'institution, c'est-à-dire des instances dans lesquelles il va se dégager qu'est-ce qu'il est normal de faire ou pas normal de faire, et le comment faire et le ce que ça vaut, c'est-à-dire des enjeux prescriptifs, normatifs, cadrants, sur la base de l'expérience, et pas simplement sur la base d'une commande extérieure, ou est-ce que ce sera l'assemblée d'entrepreneurs de soi, sur la base d'une identité comme seule référence convocable, et donc sans contrepartie, sans limite, sans contre-pouvoir, qui serait une manière de société, d'individu sans société. C'est la dynamique de la tribu, la dynamique de la bande, c'est-à-dire le contraire de celle qui s'annonce à travers une expression comme la QVT, qui nous fait penser ou espérer autre chose. Et vous voyez que cette autre chose-là, elle suppose la mise en tension entre cette dimension du travail, la dimension du territoire, ça s'inscrit dans un lieu, dans une histoire, dans un espace fréquenté et habité ensemble, une dimension de la société, comment l'activité fait lien, et tout ceci donc dans une dynamique de la communauté qui ne se construit pas
en tension aux autres, mais dans un rapport justement au contraire de relation, c'est-à-dire de coopération. C'est ça l'enjeu, de mon point de vue, aujourd'hui, de la QVT. Et ce qui m'apporte, pour terminer ce point, c'est de se demander, et ça va être peut-être le sens de ce que nous allons avoir à faire ensemble, comment et à quelles conditions, donc, les dispositifs de QVT dans les organisations soutiennent plutôt la dynamique d'une subjectivation, c'est-à-dire d'une reconnaissance de la personne sur la base de ses activités, ou une dynamique plutôt de l'individuation, c'est-à-dire de la reconnaissance des personnes sur la base de leur identité, prise comme un absolu qui deviendrait la seule référence qui les nomme. Cette alternative est un enjeu de santé. Du côté de l'individu, on est à fond dans une pathologisation de l'expérience. C'est un enjeu politique et c'est un enjeu, je crois, économique aussi bien, en tout cas sous l'angle où économiquement il se joue la question d'une certaine qualité du service. Merci. Qui se lance? Bonjour, Jean-Claude Lévy. L'exposé que vous allez faire, le premier sur les deux exposés, me ramène à une situation assez ancienne, il y a 15 ans de ça. Je faisais visiter une usine à Vitry, production d'eau potable, et qui fonctionnait la nuit avec 2 personnes. Et je faisais visiter cette entreprise, cette usine, à un représentant de population lointaine, c'était chinois bien sûr, je m'occupe de ça, qui était effaré parce qu'il me disait, mais nous, c'est très bien ce que vous nous montrez, technologie, l'avenir, mais nous, 2 emplois, c'est pas compatible. Nous, on a besoin de créer des emplois. Deuxième observation, je lisais dans l'IB d'aujourd'hui 4 papiers sur le Bitcoin, blockchain. Et effectivement, il n'y a plus besoin aujourd'hui de travail, de quoi que ce soit, puisqu'on peut, avec une monnaie, vous avez fait référence à Marx, avec une monnaie qui est le terme de l'échange, qui noue toutes les chaînes de valeur, qui aujourd'hui n'existe plus, n'est plus codifiée, qui ne repose plus sur un contrat social, qui est complètement évanescente. On a affaire à des individus qui deviennent eux-mêmes évanescents, qui ne sont plus dans le rapport de la subjectivité à un travail qui tend à ne plus exister, vu l'énorme dimension à l'heure actuelle que nous propose la société contemporaine avec la numérisation. Toutes les questions que vous avez évoquées là, et l'économie de fonctionnalité, c'est pour ça que j'en parle. Moi, je m'occupe d'économie circulaire. L'économie de fonctionnalité, en elle-même, paradoxalement, porte le schéma, et avec les interrogations que vous avez formulées, qui nous conduit d'un côté une espèce d'infini idéaliste au sens du XIXe siècle, c'est l'idéalisme. Ça se rapporte à une grande question philosophique. On est, relire Marx, Feuerbach, l'idéologie allemande. On est dans un grand débat là-dedans, et j'aimerais qu'on continue ces recherches-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent? Là, c'est par hasard, je vois Walter Benjamin sous les bras, ce grand débat. Est-ce qu'aujourd'hui il faut le reprendre? Ou est-ce qu'il est périmé? Ou est-ce qu'on est dans une espèce de retchatchage, en fait, de recommencement d'un débat qui n'a jamais été résolu et qui ne sera jamais? Oui, Pascal Etienne, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'un et l'autre la dimension historique, et puis vous êtes beaucoup sur le versant philosophique d'un côté, économique de l'autre. Moi, je pense qu'il y a une dimension qu'il faudrait restituer, c'est la dimension sociale, des luttes sociales, à travers ce questionnement. Et bon, comme on a du recul, on peut voir que dans les années 70, le mouvement qualité ou amélioration des conditions de travail était une forme de réponse à des luttes très fortes contre le terrorisme, et puis a produit, et là je rejoins effectivement les préoccupations évoquées par François Hugo, a produit des dispositifs institutionnels qui sont critiquables, mais qui avaient une certaine réalité. Bon, les lois sur l'amélioration des conditions de travail, prolongées par les lois Auroux, qui étaient en grande partie sur les CHSCT, le droit d'expression, un héritage de ces années 70, les institutions comme l'ANACT, comme les dispositifs
de consultance qui ont émergé sur les questions du travail à ce moment-là, le développement de l'ergonomie, tout ça est une certaine forme de réponse politique et institutionnelle à des luttes sociales. Et aussi, enfin, aux dimensions que vous avez évoquées, bien sûr. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent où l'institutionnalisation, on la voit très peu, et ce qu'on voit surtout, c'est des actions sociales beaucoup plus sporadiques, éclatées, et puis une dimension de révolte individuelle qui prend très souvent, c'est dans l'actualité journalistique, qui prend des formes de suicide, de retournement contre les opérateurs, des tensions vécues. Et donc, je pense que cette dimension historique et sociale devrait être plus mise en avant, parce que c'est, je dirais, un des trois éléments du triptyque que vous avez développé, philosophique, économique, mais qui me paraît manquer un peu dans la réflexion. Merci. Alors moi, je suis issue du monde infirmier, donc de l'hôpital, qui est en plein dans... Enfin, tout le monde entend parler des burn-out, etc. J'ai un peu de mal à faire le lien, pour ma part, dans l'opposition que vous mettez entre l'identité et l'activité. Parce qu'une infirmière a une identité professionnelle, un médecin a une identité professionnelle, et ils définissent leurs activités au travers de cette identité. Et c'est ça qui fait sens pour nous quand nous accomplissons nos activités à l'hôpital. Alors les cadres dont je fais partie, bien entendu, font toute une partie de travail invisible qu'on ne voit pas. Bon, ça, on commence à en avoir l'habitude, mais pour autant, c'est ça qui fait sens pour nous. Donc l'opposition que vous mettez entre le côté activité et le côté identité, j'ai un peu de mal à faire la transition, et du coup, j'aimerais bien que vous puissiez éclaircir, s'il vous plaît, cette dimension-là. Merci Jean-Marie Bergère. Deux questions, une à chaque intervenant, qui sont des questions simples, plutôt de compréhension ou de développement de choses que vous avez citées. Éric Andrew, vous dites l'expérience a une dimension éthique et pas simplement de satisfaction. Comment concrètement, on rejoint des questions que d'autres vont parler de valeur ou qu'est-ce que ça signifie plus concrètement, cette dimension éthique de l'expérience, et comment on peut la prendre en compte. Et pour François Hubault, une question de développement, l'exposé est très convaincant, il débouche sur la nécessité d'institutions et des ressources de l'institution. Et je voulais lui demander comment il voit ces institutions. Est-ce qu'elles sont d'essence managériale? Est-ce que c'est la direction générale? Est-ce qu'elles sont d'essence plutôt partenariale? Les institutions représentatives du personnel là-dedans, est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est d'autres institutions qu'il faudrait imaginer selon une autre forme, un autre modèle? Alors, il y a deux questions sur lesquelles je pourrais et souhaiterais intervenir de manière très synthétique, hein, mais la première, oui, est-ce que la séquence d'analyse des processus historiques de travail ouverte par Marx est une parenthèse vouée à la forclusion ou au contraire à la reconvocation, au réinvestissement. Alors moi, il me semble que la révolution esthétique sensible, si vous préférez, sur laquelle fait fond la pensée de Marx à travers l'écho insuffisamment questionné à l'idéalisme allemand post-kantien, ce que montre Jacques Rancière, hein, c'est-à-dire la capacité pour le sujet de faire unité en reliant au moyen du rapport au sensible les divers éléments qui le constituent, physique, intellectuel, spirituel. Chez Schiller, dans l'idéalisme post-kantien, dans les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, c'est la beauté qui est l'opérateur, mais on pourrait dire la sensibilité. Donc Marx
la révolution esthétique initiée par Schiller, eh bien Marx s'en fait l'écho, et à mon avis, elle n'est pas terminée. Elle a simplement été mise entre parenthèses. Et que peut-être l'un des enjeux du questionnement sur la notion de QVT est celui de sa capacité ou non à se raccorder à ce que Marx appelle la vitalité du travail, compris en tant qu'énergie, comme rapport de l'homme à la nature. Et cette Marx, comme le rappelle Michel Henry, eh bien, est peut-être, avec Schiller, mais le premier penseur du travail à convoquer la question du corps. Il n'est pas le seul. Après lui, des penseurs comme Maurice feront de même. Hein. Donc, voilà, ce serait un petit peu... pour moi, le chantier est ouvert. Et puis, la question de l'éthique. L'expérience, la dimension éthique de l'expérience. Alors, justement, c'est en lien avec sa dimension sensible, à l'écoute quasi sismographique des variations les plus insensibles, imperceptibles du monde, que l'expérience peut se muer en compréhension de ce qui est bon et utile pour l'individu et surtout conjointement pour la collectivité, l'un n'étant pas séparable de l'autre. Alors là, je passe peut-être un peu rapidement d'Aristote, qui met au cœur de sa philosophie la notion de prudence, à Spinoza, qui raccorde, comment dire, l'expérience quotidienne à une dimension éthique. Hein. Vous voyez, c'est ne pas commettre l'imprudence d'exposer sa capacité de persévérer dans l'être à l'action de causes extérieures délétères. Et cela porte un nom chez Spinoza, c'est l'éthique, une augmentation de la puissance de vie, un choix de lui permettre de s'augmenter. Je vais répondre, je crois, à toutes les questions en partant de celles qui concernent l'institution. L'institution, c'est ce qui permet de travailler les conditions et les conséquences de ce qu'on fait. C'est ce qui permet d'inscrire l'action locale dans l'espace public. C'est ce qui permet de créer de la règle. C'est ça l'institution. Ça peut prendre des formes diverses, par la loi, ça peut être des conventions, ça peut être des pratiques. Là, je ne rentre pas trop dans ces questions-là, et ça peut être... voilà. Mais l'institution, c'est ça. C'est le dispositif qui permet de travailler les conditions et les conséquences de ce qu'on fait. Sans quoi, on ne sait pas en juger, ou pour redire ce que je disais tout à l'heure, on ne peut en juger que tout seul. Et donc d'être dans la situation de se voir reprocher, d'en juger trop à son aise. Et donc d'être dans un rapport à l'illimité de ce qu'on peut en demander, puisqu'il n'y a pas d'instance qui permet de dire ça, non. Ou ça, si. C'est ça l'institution. Ça donne de la sécurité, ça donne de la respiration, ça donne de la santé et ça donne de la société. L'institution, c'est ça. Et ce qui est frappant dans nos organisations d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un déficit d'institutions. Les années 70, auxquelles référait Pascal Etienne tout de suite, effectivement, il y en avait beaucoup. D'ailleurs, on se battait contre elle à l'époque. On a tous donné un peu quelques coups de pied dans l'institution, mais en tout cas, si on donnait des coups de pied, il y en avait. Et le côté, il est interdit d'interdire, que j'ai pratiqué comme beaucoup, vite fait, ça limite que maintenant, j'aurais pu dire cette bêtise comme ça. Voilà. Donc, il y a évidemment besoin d'institutions, et les organisations d'aujourd'hui font l'expérience terrible,
du problème terrible que leur pose le déficit d'institutions. Donc, on est en charge, j'allais dire comme tout le monde, mais très particulièrement comme acteur professionnel sur les questions du travail, on est en charge de rendre compte du problème que pose le déficit d'institutions et de la recherche des dispositifs institutionnels qui conviendraient. On est en charge de ça. Alors ça passe, par exemple, quand on parle d'évaluation et qu'on discute la pertinence des entretiens individuels comme dispositif institutionnel problématique, c'est pour justement mettre en face qu'il y a absolument besoin de dispositifs d'évaluation qui n'aient pas les conséquences que l'on a dans ceux qui sont en place, mais qui auraient justement comme fonction de pouvoir discuter les conditions et les conséquences de ce qu'on fait et de créer de la règle. Et pas simplement d'être simplement opposable à ce que la personne a cru bon pouvoir faire, faute d'un dispositif institutionnel qui l'aide à savoir le jusqu'où, pas, ou quoi, et le quand. Ça, c'est le décisif. Alors, à partir de là, quand on dit qu'il y a une tout à l'heure, s'agissant de Madame l'infirmière, je suis désolé parce que je ne vous ai pas vu, parce que vous étiez caché par Moïse qui vous filmait, donc je vous verrai à l'écran, mais là, je ne vous ai pas vu. La question de la relation entre l'identité et l'activité, elle est là. Elle est là. C'est que dans l'identité, il n'y a pas de dispositif institutionnel. C'est autoréférentiel. Et quand vous dites qu'à l'hôpital, les médecins, les infirmières, ou les cadres aussi, après tout, mettent tout le temps en rapport l'identité professionnelle et leur activité, eh ben non. C'est justement le problème, c'est qu'on n'y arrive plus. C'est qu'il y a une certaine invisibilisation de leur activité, à laquelle d'ailleurs leur identité professionnelle souvent conspire. Je dis ce que je suis. Moi, en tant qu'infirmière ou moi, en tant que médecin, je sais mieux que vous ce que je suis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une considération qui est de mettre à l'écart le regard extérieur d'un tiers qui aurait quelque chose à dire sur ce que vaut ce que je fais. Là, ça renvoie au triptyque de Ricoeur, hein, le je, tu, il. Je par la tu, à condition qu'il y ait un il qui fasse référence. Il, c'est l'institution. Voilà. Quand je parle que à tu, c'est la bande. Dans une bande, je parle à tu. Il n'y a pas de il. Pour qu'il y ait de l'éthique, il faut qu'il y ait un il, c'est-à-dire un extérieur à la relation par qui on passe pour caler la relation, pour que justement elle reste dans un lien à l'espace public, à la société, à la culture, à la morale, à tout ce qu'on voudra. C'est le il. Quand les groupes sociaux, professionnels, ne se parlent que dans le face-à-face, quand il n'y a pas de il, eh bien, ils déconnent. Au bout d'un moment, ils se racontent des salades. Et alors la question des relations à l'hôpital, parce que vous me servez l'hôpital, je peux le dire sur n'importe quoi, précisément la grande difficulté, ce qui fait que c'est pathogène, c'est qu'alors qu'il y a évidemment des discussions, d'énormes questions, il y a une grande difficulté à accéder à l'activité en charge de ces questions, parce qu'on est piloté dans l'échange social par les identités professionnelles qui prennent toute la place de l'échange. Et qui fait qu'alors, précisément, la possibilité de convoquer le regard en tiers qui fait la question éthique, le il, l'institution, elle ne fonctionne que sous l'angle de la prise d'otage. On est convoqué à être pour lui ou pour machin, c'est-à-dire à prendre parti et pas à prendre position, parce qu'on n'a pas justement la possibilité d'un point de vue. On est ramené dans une logique clanique. Je répète, je pousse un peu le trait, je ne sais pas si on coupera, mais quand même, on est entre nous, quoi. Mais c'est très important ce point-là. Et je crois que cette question de l'institution, c'est ça qu'elle veut dire. C'est ce rapport à une institution. Et dans le service, c'est central. S'il n'y a pas de l'institution dans le service, alors les gens sont pris dans la relation de travail qui, dans le service, est intersubjective directement. S'il n'y a pas d'espace, d'instance capable de régler l'échange, ils peuvent être complètement cannibalisés dedans. Et c'est ce qui va faire que, par exemple, quand ça ne va pas bien,
parce que c'est mal foutu, parce qu'il n'y a pas les efforts qu'il faut, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il manque d'effectifs. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se règle dans des rapports de domination qui rentrent. C'est le guichetier qui envoie balader le client parce que c'est une femme, il est noir, il ne parle pas français. C'est-à-dire ce qui donne prétexte à tout ce que, dans la civilisation, on sait retenir, par la grâce d'un il qui aide à tenir et qui la cède. Et à ce moment-là, c'est la débandade. Et si cette dimension-là n'est pas présente, les gens ne sont pas aidés pour tenir la relation. Et à ce moment-là, ils sont mis tout seuls dans la responsabilité de ce débordement. Ce qui devient à la fois à dénoncer, parce que débordement il y a, c'est pas acceptable, mais en même temps inacceptable de dénoncer aussi, parce qu'ils sont pris tout seuls dans une relation à laquelle ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont, au sens littéral, dévastés. Ça, c'est l'enjeu de l'institution. Et c'est ça la question. Si la QVT a un sens, c'est de permettre que, dans des situations où on est pris par ce risque, on puisse en parler dans un entre-soi qui ne reste pas de connivence. C'est cette dimension-là qui, pour moi, est un enjeu donc, de santé. Je crois que est-ce que j'ai raté quelqu'un dans ma réponse? Je crois pas. Je vais chercher. Alors, si juste peut-être par rapport aux histoires du Bitcoin, je pense que sur le Bitcoin proprement dit, on a ici des gens plus calés que moi. Je dirais ceci par rapport à l'économie de la fonctionnalité, parce que là, par contre, ça ne marche pas pour moi. Je veux bien convenir que le terme d'économie de la fonctionnalité est pour le moins pas génial. Si on fait le lit du mot, mais qu'on va dans le contenu, précisément, c'est le contraire pour moi de ce que vous avez dit, c'est que dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ce qui est toute l'affaire, précisément, il y a une référence. Et la référence, elle est de l'ordre de l'institution, c'est le développement durable. Et c'est le travail. C'est l'enjeu sociétal de l'activité. C'est elle qui pilote, ce sont elles qui pilotent donc des références de type institutionnel qui pilotent cette économie-là, et qui relèvent d'une capacité de la confiance réciproque et donc de la coopération. Celle-ci, elle ne se fait pas du tout dans les limites de l'institution. C'est le contraire. Elle se fait dans l'inverse, c'est-à-dire dans ce qui, dans l'échange entre les personnes, construit une valeur. Alors, le Bitcoin, peut-être pas, mais ce sont des monnaies locales, pour le dire autrement. Ce sont au contraire des monnaies qui reposent sur la contractualisation. C'est même là-dessus. C'est sur un projet de société, on peut discuter à l'infini, mais qu'elles se construisent, en rapport justement à un projet dont il est reproché à la monnaie en général qu'elle est perdue. Alors on peut éventuellement trouver que c'est une utopie, ça ne marche pas, mais ce n'est pas dans l'absence de cette référence que ça se développe. C'est au contraire dans sa convocation explicite. Pour répondre à la question sur l'identité, l'embarras, alors quel terme employer? Je voudrais procéder à un léger ajustement par rapport à ce qu'a dit François dans la conclusion de son propos et à ajouter également un terme au puzzle. Il me semble qu'il manque un terme. À la fin de ton exposé, François, tu mets en balance les dispositifs de subjectivation et avec ceux d'individuation. Je pense qu'il vaudrait mieux, l'ajustement tient en ceci, qu'il vaudrait mieux employer le terme d'individualisation. L'individuation, c'est autre chose. Voilà. L'ajout, c'est peut-être pour sortir, parce que je comprends votre embarras, mais si je n'ai plus l'identité, qu'est-ce que je deviens? Eh bien, il y a un terme en philosophie qui s'agence, parfaitement avec le sens de ce que dit François, à savoir la notion d'institution, du tiers nécessaire, c'est celui de singularité. En fait, c'est ça. Travailler n'est jamais, comme l'a souvent dit mon collègue Sidi Mohamed Barkat, produire du singulier. Et se produire soi-même en produisant le monde. Voilà. Et c'est beaucoup plus intéressant que la notion d'identité. C'est devenir soi sous l'angle du caractère, dont parle beaucoup le sociologue américain Richard Sennett.
Voilà, produire du singulier. Et comme ça, on échappe à la souricière de l'identité qui m'enferme dans le conflit intra-psychique, intrapersonnel et interpersonnel, ce que vient de dire François. Il y a ce que vient de dire Eric, ça m'évoque quelque chose qui m'avait frappé dans une colloque où j'étais il y a l'année dernière, où la personne qui planchait parlait de ce que c'est que le n'importe qui. Et le n'importe qui, c'est ce qui importe dans le qui. C'est-à-dire l'idée que c'est ce qui est commun à tout le monde, mais qui relève justement qu'il existe. Donc le n'importe qui, c'est une valeur, c'est l'humain. Le n'importe qui, c'est la dimension de l'humain, sur lequel se détache le singulier. Voilà. Par quoi il n'est plus alors complètement n'importe qui. Mais cette idée du n'importe qui comme étant la dimension de l'humain qui doit être découvert à travers chacun, voilà. Plutôt que simplement de vouloir capter seulement ce qu'il distingue. C'est sa capacité à se rattacher. Voilà. Comme tu dis, la question du caractère, c'est une dimension qui effectivement se détache d'un fond, mais sans le fond, il n'y en a pas. Sinon, et donc c'est ce lien qui est l'enjeu réellement de la... Oui, moi je parle de subjectivité comme ça, c'est pas, ça me choque pas, mais je trouve ça très, très important ces affaires-là, parce que dans notamment les pratiques organisationnelles, on a très vite fait de ne savoir distinguer qu'en écrasant justement sur la différence la totalité de la personnalité ou de la subjectivité. Ce qui fait qu'en fait ça isole à ce moment-là. On a peut-être le temps de prendre encore quelques questions. D'abord, bravo à tous les deux. Un petit reproche quand même, puisque vous êtes partis très vite et très loin, et très haut. J'avais juste envie, avec un point de vue un peu gestionnaire et sociologique, dans l'histoire restante, de rappeler que l'apparition de la QVT, c'est aussi un mouvement qu'on a déjà rencontré avec l'égalité homme-femme ou la diversité. C'est-à-dire que c'est quand même tout simplement une managérialisation d'une menace de mise en cause de la responsabilité de l'entreprise relativement à quelque chose qui relève du délit. Le délit de la discrimination homme-femme, que les entreprises ont maquillé ensuite dans des politiques d'égalité homme-femme. Le risque de la mise en cause de la discrimination, qu'elle soit d'ordre sexuel, qu'elle soit d'ordre des préférences, qu'elle soit d'ordre religieuse ou ethnique, qui est devenue une vertu une fois qu'on l'a retravaillée, managérialisée par la diversité. Voilà, chaque fois que l'entreprise est mise en difficulté relativement à quelque chose, elle met parfois d'abord quelques années avant de sortir du déni. Ah non, non, pas chez moi, moi non. Et quand elle est prise effectivement la main dans le sac de non-égalité, de discrimination, elle construit un discours. Alors il y a cette dimension-là sur laquelle vous êtes passé un peu vite, mais qui aussi permet de comprendre l'apparition de ce machin, la QVT, comme étant la manière que les entreprises espèrent élégantes de se sortir dans un discours de contre-feu sur la mise en cause de la responsabilité dans l'apparition des atteintes à la santé, et plus particulièrement des atteintes à la santé psychique. Bon, je vous demande pas d'être d'accord avec cette lecture, je ne dis pas que c'est la seule lecture, mais il me semble que c'est une lecture qui fait sens. Je reviens juste à un point, nouvelle question, alors, aux deux, mais en repartant peut-être encore une fois de l'institution. Parce que il est difficile de penser l'institution ou de comprendre ce que doit être l'institution dans un monde où la verticalité, la tutelle, celle qui était donc peut-être d'abord divine, puis d'un État vertical, lui-même largement sécularisé dans la figure verticale de Dieu, de ce qui, le principe vertical, dans l'institution qu'évoque François, j'entends l'instanciation. Et j'aime bien, ça me va. Ça correspond à ce mouvement d'horizontalisation. Sauf que dans le « il » qu'il réintègre dans le besoin de l'instanciation, est-ce que c'est un « il » qui est un pair, c'est-à-dire en gros au même niveau, c'est-à-dire toujours dans l'horizontalité, en gros l'idée qu'on va tout résoudre par la controverse. Hein, on fait des groupes de discussion, des groupes de parole, et ça va le faire.
ou bien ce il est quand même quelque part investi lui-même d'une autorité, de quelque chose qui est de l'ordre d'une verticalité, de quelque chose qui est d'un principe qui est autre. Alors si c'est pas Dieu, peut-être la nature, si c'est pas la nature, c'est plus l'histoire. J'ai compris que l'histoire était aussi un peu dévalorisée. Voilà, et là la question c'est plutôt pour Eric. Je vais essayer d'être claire, mais il me semble, enfin, il m'a manqué quelque chose. C'est-à-dire que, alors c'était peut-être pas le propos, mais je me dis que tout se tient. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'organisation, donc on a été à l'intérieur, je dirais, de l'entreprise, de son organisation, avec des débordements sur la société, bien sûr. Et on est passé rapidement sur le bénéficiaire. Et je trouve que on pourrait prendre ce point de vue-là pour un peu éclairer notre propos, au sens où, par exemple, autre chose, le bénéficiaire, on dit qu'il faut être prêt tout de suite, tout le temps. C'est assez récent. On n'a pas toujours été comme ça. Il y a un progrès, ok. Mais ça pose quand même question, parce qu'il me semble qu'au moment où on parle d'institution, et je suis d'accord pour dire qu'il en faut, il faut ces références, etc., moi j'ai le sentiment quand même qu'il y a un autre pouvoir quelque part. Donc c'est démocratie, en fait ça englobe la démocratie, la question de la démocratie. Le pouvoir s'est quand même déplacé vers ce qu'on appelle le GAFA, Google, Amazon, Facebook et Facebook, qui ont un pouvoir énorme, puisqu'ils formatent la demande des bénéficiaires, quelque part, hein, puisque on parle beaucoup d'individus, mais on est complètement enfermé dans des choix extrêmement limités. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait du côté des bénéficiaires pour arrêter aussi un peu ce mouvement? Voilà, c'est un peu confus, mais c'est toutes les idées qui me sont venues au moment où je vous ai entendu. Débrouillez-vous avec ça. La question qui n'a pas été évoquée comme ça, mais c'est important, c'est la question de ce qu'on appelle l'activité déontique. C'est-à-dire l'enjeu que ce que les gens font trouve le moyen d'une verbalisation et donc d'une mise dans une expression qui permet d'être travaillée. Et qui donc ne reste plus simplement dans le registre du sentiment, mais devient quelque chose qui peut accéder à une expérience partagée et donc à un effet de professionnalisation, de reconnaissance et de développement. Ça peut reprendre la discussion tout à l'heure à l'occasion de la question sur l'hôpital. Voilà, c'est un point de fond. Alors, la question de l'institution, pour revenir là-dessus, à travers ce que Xavier évoquait tout à l'heure, oui, moi je pense que le il, c'est pas de l'horizontal. C'est pas de l'horizontal. Et si on prend l'exemple que tu prends, ce serait le métier. C'est pas le groupe de pairs. C'est le on fait pas ça. C'est pas simplement tous les deux on a décidé qu'on n'y allait pas. Ça c'est la bande. Le il, c'est le métier, c'est ce que la société attend de nous. C'est ce que l'histoire nous convoque à faire. C'est-à-dire, oui, il y a une référence convocable qui doit être travaillée pour qu'elle devienne explicite, sinon c'est des trucs qui traînent partout, alors chacun peut s'en servir comme il veut et la mettre en objection à n'importe qui parce qu'il en a fait un usage privatisé. Donc il faut que ce soit énoncé d'une manière qui est partageable. Ce que chez nous on développe sous le concept de doctrine est une manière d'un il modeste, mais qui fait référence et qui structure, adosse ce qu'on fait, et qui fait que chacun, bien qu'il y aille seul, n'est pas seul, et donc a le moyen de convoquer et de consulter à travers cette doctrine une pensée partagée sur ce qu'il convient de faire. Alors là, ça relève plus d'une dynamique de pair, j'en conviens, mais la vocation d'un il, c'est bien de se hisser au-dessus, et donc ça relève d'une certaine manière de la verticalité, pour reprendre ton image, et donc l'autorité passe par là, oui. Et pour finir sur la question qui vient d'être posée, elle renvoie, pour moi, elle renoue avec ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que dans les activités servicielles,
Bien sûr que le bénéficiaire est un enjeu, mais il peut être, le bénéficiaire peut être un tyran. Et donc, la question que j'évoquais dans le service, une des grandes questions économiques, c'est l'instabilité de la relation, du marché, et donc, ce faisant, et son imprévisibilité qui fait que l'entreprise, ne pouvant pas investir, elle est ramenée à une logique court-termiste, et donc à une organisation de plus en plus pressurisante dans l'instant. Parce que c'est un effet, et que si on reste dans le modèle néoclassique, comme c'est le cas, c'est inévitable. Quelle est la sortie? Ben, c'est de changer le rapport au marché. Incidemment, de sortir peut-être même de l'idée de marché, mais en tout cas de passer par un rapport aux bénéficiaires qui se contractualise. Si vous vous engagez à m'acheter régulièrement quelque chose dont la valeur vous est apparue comme suffisante pour que vous ayez vous-même intérêt à ce que je la conserve, et qu'en m'y engageant, vous allez y gagner. Et moi, de la sécurité, je peux investir, et je sors alors de la dictature, du court terme et du risque de l'imprévisible, et ce faisant, je sors du marché. On sort du marché. La question relève de la contract. Ce n'est plus un marché. Personne ne peut venir pour se mettre en concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Ce qui se joue dans l'échange des valeurs relève de la réciprocité entre institutions, enfin pas entre institutions, entre partenaires subjectivement engagés. Ce n'est plus un marché. C'est une dimension économique qui rompt avec la logique néoclassique. Alors je ne fais pas comme ça, mais c'est l'enjeu de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'organiser précisément une sécurisation de la relation économique qui passe par une éthique, un acte, on va l'appeler citoyen, si on veut l'appeler comme ça, selon la référence qui la pilote. Si c'est du développement durable, c'est citoyen. Ça peut même être au-delà. Mais qui nourrit la relation et qui fait que l'intérêt, la valeur créée est partagée entre les protagonistes. C'est ce partage qui lui donne de la sécurité. Personne n'a un intérêt immédiat à rompre, puisqu'il est partagé. Et ensuite, il est la responsabilité des protagonistes de la développer par une professionnalisation respective des engagements, surtout du côté de celui qui l'a produit. Ça, c'est un enjeu qui fait qu'effectivement, on sort de la dictature de l'instant, dont on parlait tout à l'heure, ou la tyrannie de l'instant. C'est une tyrannie du bénéficiaire qu'on nous avons tous apporté et qu'on pratique plus que... Voilà. Et si on n'arrive pas à faire en sorte que quelque chose s'organise autrement, ben, c'est piégé. Donc là, il y a de l'institution. Parce qu'il y a une référence qui... Alors, c'est pas utopique, ça. Ça se fait tous les jours dans plein d'endroits. Et c'est ces endroits-là, tous les jours, qu'en partie, on accompagne, pas tous, mais beaucoup, et dont on parle beaucoup. Hier, il y avait une journée sur l'économie de la fonctionnalité, où on fêtait les 10 ans du club parisien. Et ben, il y avait plein de situations qui étaient, et qui sont, je dirais, en marche. Voilà. Je voudrais cette fois encore m'inscrire dans le prolongement de ce que vient de dire François, pour répondre à votre question. Concernant l'autorité, François vient de rappeler la dimension de verticalité inhérente à l'autorité, à son concept même. Mais en parlant ainsi, on risque de donner de l'autorité une vision exclusivement transcendante, en surplomb. Or, et c'est le cas dans le travail, et François le sait bien mieux que moi, l'autorité, eh bien, se dégage d'une immanence. Elle naît de la proximité et au-delà de l'intimité avec l'activité. C'est ça qui fait autorité, qui fait que l'autorité n'est pas un pouvoir. Et cette autorité, elle est, comme nous l'ont appris les Romains, inventeurs du concept, auteur de ce qui fait institution au sens de définition d'un monde commun.
d'un monde commun qui, jusqu'à une époque récente, eh bien, monde commun dont le travail était l'un des marqueurs essentiels. L'actualité récente, avec la loi travail, nous montre qu'il a cessé d'en aller ainsi. La loi travail, avec la mise en avant de la logique d'individualisation qui rend les fondements de l'institution fragiles, qui isole, qui incarcère l'individu, eh bien, définit, selon Jacques Rancière, justement, ce moment de l'histoire, puisque vous parliez d'histoire, où la notion de monde commun mérite d'être questionnée. Si le travail est encore un lieu d'enjeu, enfin de lutte sociale, eh bien, constitue-t-il un lieu d'émergence d'une autorité pouvant faire institution? Enfin, je pense que la question de l'autorité, de l'institution et du travail, eh bien, sont intimement liées. Bon, c'était sous-jacent à ce que disait François. Et j'ajouterais, pour conclure, que sans institution, il ne saurait y avoir de processus d'individuation. Autrement dit, de continuité générative entre les temps constituant l'existence d'un individu. Vous voyez? Donc j'oppose à nouveau individuation et individualisation. Merci à tous. Zoé me fait signe qu'il est temps de s'interrompre. Donc, avant d'aller affronter les frimas qui nous attendent là dehors, on vous propose de continuer à échanger autour d'un verre.